Alors, de ce que vous faites. pour le coup, Yvan, c'est ton tour. Et j'aimerais revenir sur cette... enfin, c'est même pas une lettre, hein, c'est un article, hein, donc, que tu as intitulé dans Presenza Système de croyances et récits de temps de crise, un dialogue impossible. Alors, grosso modo, j'invite vraiment tout le monde à le lire, il est exceptionnel. Tu nous dis que par rapport à la situation présente, il y a potentiellement quatre récits qui pourraient se dégager sur la manière dont les individus perçoivent ce qu'il se passe actuellement dans le monde. Alors, je sais que bon, il ne s'agit pas pour tout à chacun de ne pas lire l'article, si tu veux, mais que, enfin, tu l'as tellement bien construit, tu vois, c'est vraiment le goulot d'étranglement dans ta pensée, comment tu nous amènes petit à petit à nous ouvrir à cet autre monde, cette nouvelle terre dont parle Paul. Donc, j'aimerais que tu nous dises un petit peu quels sont les quatre types de récits. Si tu veux bien, on va partir de cette lettre pour nous parler justement de l'humain, de ce que nous sommes, en fonction de l'instant présent. Oui, alors, le point de départ, d'abord, c'est il y a un point de départ, c'est de dire, au fond, ce que nos idées, nos réactions, nos comportements, et parfois nos émotions aussi, au fond, quand on rentre dans les couches de la psyché, sont basées sur un certain nombre de croyances. Dans le mot croyance, bien entendu, je ne fais référence à aucun aspect religieux, je parle de croyances psychologiques, je parle des représentations que nous avons du monde, de ce qui est réel, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. Et nous avons tous en nous des programmes. J'aime bien appeler programme parce qu'il y a un petit côté provoque dans le mot programme, hein, c'est-à-dire des constructions mentales dont nous sommes plus ou moins conscients et pour la très grande partie plutôt inconscients, qui nous structurent. Alors d'où sont venus ces programmes? Ils sont venus de l'éducation que nous avons reçue, l'éducation en France occidentale, l'histoire qu'on nous a apprise, ce qui était juste. Hein. On sait bien que l'histoire, elle est toujours racontée par ceux qui l'ont gagnée. Hein. Donc c'est déjà un système, un récit de représentation, mais aussi de ce que nos parents nous ont transmis de façon consciente ou inconsciente, qui eux-mêmes l'ont reçu de leurs parents, etc., etc. Donc nous sommes imprégnés tous, toute une série comme ça de représentations. Une fois encore, j'insiste là-dessus, desquelles nous sommes dans l'ensemble faiblement conscients. Les programmes télé. Euh, bon, Les programmes télé. les programmes, voilà, des programmes qui tournent. Bon, alors l'expérience aussi de vie que nous avons les uns et les autres nous a amené à vérifier un certain nombre de croyances héritées ou reçues ou acquises, ou au contraire à peut-être se mettre en rupture avec des croyances, représentations héritées, une fois encore, de la société ou de nos parents ou de nos aïeux. Et là, le chemin de chacun est différent. Donc, on va se construire progressivement en réaction avec un certain nombre de récits qu'on a reçus et finalement fabriquer peut-être un nouveau récit. Donc, ça, je voulais poser ça en préambule. Dans le travail de connaissance de soi, un des aspects, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, c'est d'identifier le plus précisément possible les croyances qui m'agitent, qui m'animent pour que je dise que ceci est vrai et que ceci n'est pas vrai ou que ceci est juste ou ceci n'est pas juste. Bon, ça c'est le point de départ. Alors après, ce qui m'a poussé à écrire cet article, euh, c'est la crise sanitaire que nous traversons. Que, bien entendu, et ça c'est très important de le dire, les systèmes de croyance, et tu l'as dit en introduction, que j'évoque, euh, peuvent s'appliquer à n'importe quel sujet. Donc, ils s'appliquent à l'économie, ils s'appliquent à l'écologie, ils s'appliquent à tout. Bon. Donc, voilà, dans cet article, je l'ai illustré sur la crise sanitaire. Pourquoi? Parce que, ça c'est mon expérience, mais c'est probablement celle de beaucoup d'entre nous en ce moment, j'ai observé une telle fracture dans la société, dans les familles, entre les pays, etc., une telle fracture de représentation, je me suis dit, d'abord, la première chose à laquelle il faudrait peut-être essayer de contribuer, c'est qu'à minima, même s'il y a des accords, même s'il y a vraiment des croyances fondamentalement opposées, au moins elles puissent s'entendre. Et ce qui m'a frappé, et je dirais très honnêtement, m'a fait souffrir aussi,
dans la période, là ça y est, maintenant c'est passé, je l'ai accepté, mais dans la période que nous avons traversée, c'est l'impossibilité de dialogue serein, pour ne pas parler de débat démocratique qui n'a pas eu lieu sur ces questions, comme sur les autres, mais en particulier sur ces questions. En particulier. En tout cas, moi j'ai été très frappé par ça, dire que des amis qui n'avaient pas du tout longue date, etc., ne pouvaient plus discuter entre eux sur ce sujet-là. Des familles, où à un moment, les familles ne se voient plus, qu'elles ne peuvent plus parler de ces sujets sur la crise sanitaire. Alors, c'est vrai sur d'autres sujets, mais une telle intensité, personnellement, je ne l'avais pas vécu sur d'autres sujets. Donc, ça m'a poussé à écrire cet article, mais je précise bien, et c'est important qu'on pourrait l'appliquer à d'autres critères. Donc, si on prend la crise sanitaire, la première chose, ça a été de dire, essayons d'exposer quels sont 4 récits. Bien sûr, il y en a peut-être d'autres. D'abord, je ne prétends pas avoir tout vu. Et puis, surtout, et je le dis fortement, on peut se reconnaître dans plusieurs récits. Donc, on n'est pas un être unique où il n'y a qu'un récit qui nous anime. On peut être un peu du 1, un peu du 2. On ne peut pas être sur les 4 en même temps, ça c'est sûr. Mais on peut être animé, plusieurs parties de nous-mêmes peuvent se retrouver dans plusieurs récits. Avec l'intention, 1, de les éclairer, et 2, de voir que derrière ces récits, il y avait des systèmes de représentation tout à fait différents, des systèmes qui ne dialoguaient pas, et que si déjà on essayait de faire dialoguer ces systèmes de récits, peut-être on ne se mettrait pas d'accord, mais on réduirait la tension et les risques de guerre entre les êtres, les risques d'exclusion, les risques de discrimination, dans lesquels malheureusement on est en train de rentrer à fond, parce que justement ce dialogue n'a pas lieu. Alors, je vais le caricaturer, le simplifier, c'est beaucoup plus détaillé dans l'article, mais pour donner les idées principales. Si on prend la crise sanitaire gérée globalement, il y a d'abord un premier récit qui est le récit dominant. Ce récit est celui je le dirais comme ça, du maintien de l'ordre et du maintien finalement des structures existantes, structures de pouvoir, des structures d'organisation, des structures de représentation de la science, etc. Ce récit, il dit quoi? Il dit, oulala, je le caricature bien sûr, hein, il y a une terrible pandémie, il faut réagir, la science a trouvé rapidement des moyens incroyables pour combattre cette pandémie. Il faut aller très vite. Les gouvernements font ce qu'ils peuvent. C'est pas facile. Personne n'a la solution. Il faut y aller à fond et mettre en place toutes les politiques recommandées par la science. Et ceux qui sont tenants de ce récit disent, moi j'ai une totale confiance dans la science. J'ai pas de doute sur les intentions de nos gouvernants. Et j'ai pas de doute aucun sur la réalité de cette pandémie qui nous frappe très très durement. C'est un premier récit et c'est le récit dominant. Ce récit vise une réponse quasi militaire. Hein. On a bien un président qui nous expliquait qu'on était en guerre. Donc une réponse quasi militaire où on ne se pose pas de questions, on exécute. Et puis d'ailleurs, il y a un conseil de défense qui supervise tout ça et qui donne des ordres aux petits soldats que sont les fonctionnaires, et les citoyens sont censés exécuter pour le bien commun. Premier récit, donc les gens qui se retrouvent bien dans ce récit sont animés par une forte énergie de peur qui a été très largement instrumentalisée, ça c'est mon point de vue, mais en tout cas ne trouvent pas grand-chose à redire à la façon dont on gère, avec un souhait qui serait de dire, au fond, revenons vite, le plus vite possible, la situation que nous avions connue antérieurement, vite qu'on s'en débarrasse de ce truc-là et qu'on passe à autre chose. Fondamentalement, c'est ce que j'ai appelé le récit 1, qui est basé pour moi sur au fond, l'ordre, la légitimité du pouvoir, les décisions qui sont prises dans l'intérêt du bien commun, et on ne voit pas pourquoi d'ailleurs. Donc quand on est dans le récit 1 exclusivement, on ne comprend absolument pas quels sont ces hurluberlus qui peuvent s'opposer à toutes les mesures qu'on met en place pour le bien commun. C'est un premier récit. Un deuxième récit qui est un peu plus critique, qui dit, oula, bon déjà, ça serait bien qu'on se pose 2-3 questions sur l'origine du virus quand même, qui met en avant par exemple toutes les composantes écosystémiques, notamment écologiques, sur le déséquilibre du vivant, qui disent, bah oui, à force de détruire fondamentalement tous les écosystèmes, on va avoir des virus partout. Donc il faudrait peut-être qu'on se pose 2-3 petites questions là, sur ce qu'on est en train de faire en tant que société.
déjà qui commence à remettre en cause une certaine logique systémique du système. Ça, c'est un premier sujet. Qui dit ensuite, bon, dites donc, c'est bien qu'on nous raconte qu'il y a une pandémie, mais la ruine de l'hôpital public, ça fait un moment que ça dure et c'est pas nouveau et on n'arrête pas de le dégrader. Donc, il faut s'occuper d'abord de l'hôpital public avant de nous expliquer que c'est de la faute à la pandémie. Qui s'interroge beaucoup sur le contenu des contrats qu'on signe avec des compagnies pharmaceutiques dont les milliards à la clé sont probablement l'explication de beaucoup de choses, et qui s'inquiète beaucoup sur l'atteinte des libertés publiques. On est rentré dans un système où les mesures d'exception deviennent la norme, et donc on rentre dans un système globalement liberticide. Pour autant, quand je suis dans ce récit 2, je ne remets pas en cause le principe de cette vaccination-là. Je ne parle pas de la vaccination générale, mais de cette vaccination-là. C'est déjà un deuxième récit que j'appellerais plus systémique, plus critique par rapport au système et qui, pour moi, porte l'idée que d'autres mondes sont possibles et qu'il faudrait qu'on se pose des questions systémiques sur qu'est-ce qu'on est en train de faire comme monde et comme société qu'on est en train de bâtir. Ce qui n'est pas le cas du premier récit qui ne se pose absolument pas ces questions-là. Dans ce récit, on a aussi des partisans, une partie en tout cas des personnes qui disent qui constatent qu'aucun débat scientifique n'a eu lieu sur les mesures qui ont été prises. Deuxième récit. Troisième récit, là on change de paradigme. Là on est sur le récit quelque part du bien contre le mal. On change de paradigme parce qu'on sort du paradigme systémique, économique, c'est-à-dire dans quel système on est, on rentre dans oulala, il y a un système où il y a une petite minorité qui nous veut vraiment du mal, en tout cas pas du bien, et qui pose des questions, et ces questions, en estimant qu'elles restent sans réponse, lui font dire que effectivement il y a quelque chose qu'on nous cache, et on ne veut pas que du bien, voire on nous veut beaucoup de mal. Ces questions donc sont de dire d'abord une contestation sur la réalité. Et là, beaucoup de personnes ont fait des analyses statistiques poussées dans ce récit-là pour dire, attention, quand on regarde bien les chiffres, certes, il y a toujours trop de morts liées à ce genre de maladie, mais ce n'est absolument pas la pandémie qu'on nous décrit. Quand on regarde ensuite les chiffres qui ne cessent de s'accumuler, par exemple les chiffres récents qui sont mis en avant dans ce récit, sur le rapport de l'AITH, etc., sur le nombre effectivement de personnes Covid ayant été hospitalisées, 2% en moyenne générale, 20% pour la réanimation, qui disent mais c'est absolument pas le récit apocalyptique qu'on nous décrit, qui eux aussi creusent sur l'hôpital public pour dire pendant qu'on nous expliquait tout ça, on continue à diminuer les lits dans l'hôpital, qui creusent aussi sur les mesures sanitaires en disant il n'est fait aucune preuve sur la réalité de l'efficacité du pass. D'ailleurs, la CNIL, en ce moment, demande des explications là-dessus et qu'elle n'a pas de la part du gouvernement. Sur les politiques de confinement qui, de façon statistique et rationnelle, n'ont fait l'objet d'aucune analyse. Donc, je ne veux pas exposer tous les arguments, mais très critique sur la vaccination en elle-même, qui est réputée inefficace au regard des chiffres, notamment sur les taux d'incidence, considérée comme dangereuse au regard d'un nombre d'effets secondaires hallucinants, et non déclarés, voire même porteurs d'oxyde de graphène dans ces vaccins. Je répète ce que disent les tenants de cette pensée-là. En tout cas, nous ne connaissons pas le contenu des vaccins. Donc, qui va voir derrière tout ça, alors bien sûr les libertés publiques réduites, qui voit derrière tout ça, en fait, une machination de gouvernants, voire derrière les gouvernants, on les a peut-être qualifiés un peu vite, mais en tout cas de complotistes, qui voient effectivement un mouvement, une pensée, et que moi je décris en disant, là, on est dans la pensée apocalyptique, au sens étroit du mot, pas l'apocalypse au sens de la révélation, au sens de la lutte du bien contre le mal, et le mal veut nous écraser. C'est une vision assez presque... manichéenne. Voilà, manichéenne, totale, et on est dans cette vision-là, on est enfermé dans cette guerre entre le bien et le mal, quelque part. Et donc, il faut être dans un camp ou dans un autre. Et puis, il y a un quatrième récit. Alors, une fois encore, ce que je viens d'expliquer, appliquez-le à l'économie, appliquez-le à l'écologie, appliquez-le à n'importe quel sujet, vous allez retrouver peu ou prou les mêmes approches. Des approches
on reste dans le système, on ne change rien, des approches, on a une vision beaucoup plus large, systémique, mais qui reste encore assez matérialiste, c'est-à-dire qu'ils ne font pas rentrer la notion de conscience, de psyché et de spirituel dans l'équation. Une conscience très manichéenne, certes spirituelle peut-être, mais très manichéenne, le bien contre le mal. Et puis il y a un quatrième récit qui est, dans ce que je décris, peut-être le moins identifié, que le moins connu. Il dit, bon, peut-être, oui, il y a bien des questions qui interpellent, qui sont effectivement très inquiétantes et très interpellantes, liberté publique, l'absence de débat démocratique, le contenu de ces vaccins, ces politiques sanitaires qui nous conduisent vers une société, mais vers quelle société ceci nous conduit-il? Et qui prend de la hauteur, ce quatrième récit, qui dit, au fond, on est dans un très grand moment de l'histoire de l'humanité, dont des traditions anciennes dans de multiples cultures, et pas une seule culture, seulement une culture, je veux dire, font état, qui est un moment, au fond, d'éveil de l'humanité à une autre conscience, et que si effectivement nous sommes dans un moment difficile, parce qu'il y a toutes ces questions et ces passages extrêmement difficiles sur tous les plans économiques, écologiques, intérieurs, sociaux, bien entendu, politiques, etc., c'est parce que l'humanité est à l'avènement d'une grande transformation vers une conscience élargie et vers effectivement une société. Alors effectivement, ces vocables de Terre 2, de Terre nouvelle, etc., que Paul évoquait tout à l'heure, reviennent beaucoup plus dans ce quatrième récit et qui dit, au fond, on est dans un moment de passage extrêmement difficile, nous de le négocier au mieux. C'est vrai qu'il y a des risques très très importants. Et si on sait se mobiliser avec une vision radicalement renouvelée de finalement qu'est-ce que c'est que l'être humain, qu'est-ce que c'est que notre rapport au vivant, à la vie tout simplement, à la vie, les relations avec les autres règnes, etc., on va pouvoir tracer une nouvelle trajectoire pour l'humanité. Et là, on va retrouver la science post-matérialiste, avec des gens comme Nassim Haramein, Philippe Guillemont et d'autres, qui parlent de tout ça magnifiquement. C'est une opportunité extraordinaire pour l'humanité si on sait la saisir. Et donc, qui voit le côté sombre, certes, mais comme un passage, et pas comme une lutte entre le bien et le mal. Donc, ce quatrième récit, alors, ce que j'ai voulu dire dans cet article, d'abord, c'est que déjà, on arrivait à faire dialoguer les différents récits, et que le danger ultime serait qu'un seul récit l'emporte sur tous les autres. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que chacun d'entre nous porte en germe peut-être un morceau peut-être de chaque récit ou de plusieurs récits. J'ai en moi des tendances de maintien de l'ordre, finalement, du système. J'ai en moi l'envie, effectivement, d'une vision plus globale, partagée, où on intègre le social, l'économique, l'écologique. J'ai en moi peut-être une partie plus intérieure, plus spirituelle, etc., où j'ai en moi un guerrier qui veut effectivement avoir raison et qui voit le mal toujours face à lui, etc. C'est de dire, attention, les choses ne sont pas extérieures à nous, nous portons aussi en germe, chacun d'entre nous, ces différents récits. Au fond, l'avènement d'une autre démocratie, c'est une démocratie que, en son temps, avec d'autres amis, j'avais appelé démocratie intérieure, et où on commence déjà par faire le ménage en soi, commencer à regarder ces différentes tendances qui parlent en nous. Comment, par exemple, vouloir la paix alors que l'on porte la guerre dans ses relations avec ses voisins? Ça ne va pas du tout, et ça ne peut pas coller. Et c'est si vrai que l'histoire nous montre que ceux qui ont voulu la paix, dès qu'ils sont au pouvoir, ont porté des logiques de guerre parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leur paix intérieure, tout simplement. Donc, c'est de dire, ces récits d'abord, c'est une partie de nous-mêmes en tant qu'humanité. Ces récits doivent dialoguer en nous. Dans le premier récit, on retrouve le besoin de l'ordre, le besoin de la stabilité, et c'est un besoin fondamental humain. Dans le deuxième récit, on retrouve le besoin d'ouverture et de vision globale systémique. C'est un besoin fondamental. Au troisième récit, on va retrouver le besoin de justice, de justesse et de sens. C'est un besoin fondamental de l'humanité. Et dans le quatrième récit, on va retrouver ce besoin d'idéal, de quelque chose de radicalement différent, de retrouver nos origines et le paradis perdu, en quelque sorte, qu'on trouve aussi dans toutes les traditions. C'est un besoin fondamental de l'être humain. Et donc, si on sait traiter les quatre besoins, alors on sort des logiques de confrontation, des logiques d'opposition, mais on va plutôt chercher la reliance, le dialogue, la compréhension. Et maintenant, pour être très concret, la démocratie intérieure, c'est quelque chose qu'on peut commencer à appliquer dans nos assemblées, qu'elles soient locales en Savoie ou ailleurs. On peut l'appliquer dans une petite communauté, dans un
petits groupes de 3 à 4 personnes. Ça commence là, démocratie, ça commence là, l'intériorité, ça commence là, l'écoute des récits et des croyances de chacun. Imaginons 5 minutes, et puis après j'arrête parce que là je suis dans l'utopie. Un débat au Parlement, nous avons des êtres humains qui nous parlent, certes représentant service du peuple, qui nous parlent des systèmes de croyances, qui nous parlent de leurs peurs, qui nous parlent de leurs émotions, de leur vécu. Imaginez, on aurait des lois qui ressembleraient tout à fait à autre chose que ce qu'on a aujourd'hui. En basant sur la peur et sur la confrontation et sur l'absence de dialogue, on a ce qu'on a aujourd'hui. En ouvrant sur l'écoute, le respect, l'écoute des émotions et des peurs fondamentales, l'écoute des désaccords. À quel moment les désaccords sont exprimés autrement que dans une forme de violence théâtrale qui ne produit pas grand-chose d'ailleurs? À quel moment? Il n'y en a pas des moments comme ça. Tout à l'heure, Paul parlait de conseil des sages. Il ne s'agit pas de dire que certaines personnes seraient plus sages que d'autres. Il s'agit d'instituer des instances où c'est la sagesse qui règne. Et la sagesse, ça commence par l'écoute des différences et par une forme, d'exposer des contradictions et des désaccords. Les groupes qui évoluent sont ceux qui savent parler de leurs désaccords. Ceux qui font on est tous d'accord, on s'aime. Ça, tout le monde peut le dire. Dire on n'est pas d'accord, assumer sa différence, essayer de comprendre ce qui fait que chez l'autre, dans son système de croyance, donc je reprends récit 1, récit 2, récit 3, récit 4, dans ses peurs, dans ses émotions, effectivement, il est arrêté là-dessus. Et mes peurs et mes émotions, et qu'est-ce qu'on fait? Quand on a réussi à parler de ça, déjà, je ne dis pas qu'on tombe d'accord, je dis déjà on se respecte. Et quand on commence à établir du respect, on peut peut-être bâtir quelque chose où on va sortir de la conflictualité pour vivre ensemble. C'est déjà formidable, c'est déjà formidable. Et si on arrive à s'entendre, ça c'est encore mieux. Voilà, j'essaie de ne pas être trop long. C'est super, un grand merci. Je te surveille du regard pour savoir si je suis trop long. Non, c'est parfait. Franchement, tu as bien synthétisé ce grand article et c'est super. J'imagine que ceux et celles qui t'écoutent peuvent effectivement se voir au fur et à mesure de ton récit, parce que ça a été mon cas aussi. Forcément, alors est-ce que je me mets un? Ah, il y a deux. En fait, ouais, il y a un petit peu de tout partout dans cette histoire et c'est intéressant de mettre ça en perspective. Et en même temps, tu nous fais part de l'intériorité, tu nous parles de cette écoute vis-à-vis de nos différences et donc d'accorder juste du respect. Et effectivement, notre société de consommation nous a coupés les uns des autres, on nous a fait croire que j'étais maître en mon domaine, à acheter, à avoir toutes sortes de choses, d'objets extérieurs qui me définissent et que l'autre qui vient saboter un petit peu toute la projection que j'ai de moi-même au travers de ces objets. C'est difficile, contacter son voisin, etc., c'est difficile. En même temps, le confinement, tu l'as précisé aussi, nous a en même temps réinvité à remettre un petit peu ce regard en nous vis-à-vis de nos familles, nos enfants, avec qui on était obligé d'être, et des fois compliqué, parce que quand on est à la campagne, ça va encore, mais à 6 dans un petit appartement, c'est des fois très compliqué. Donc, de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ce retour vers soi, vers cette intériorité, c'est fait. La notion du respect, c'est pas encore gagné. En même temps, la notion de respect invite déjà à être dans cette humanité qui nous caractérise, d'être sensible, dans l'altérité, dans le fait que je m'intéresse à autrui, à la nature, à l'arbre, qu'importe ce que cela peut être. Et il y avait un sondage récemment qui est sorti qui nous dit, il y a 60% des Français qui ne croient pas en Dieu. Et la question qui se pose alors je sais qu'il y a une marge entre le respect qui nous relie à notre humanité et Dieu. Donc il ne s'agit pas de faire le grand écart dans cette histoire-là. Mais forcément, quand ceux qui sont enfermés dans le premier, voire deuxième récit, avec justement ce côté manichéen, c'est-à-dire que dès le moment où on va mettre en perspective ce regard vers l'intérieur, on est très vite qualifié de ça n'existe pas, c'est des bisounours, et puis on va confondre souvent le message avec le messager, donc on va fustiger le messager en oubliant l'essence du message, donc le côté très manichéen dans cette histoire. Parce qu'on a perdu, entre guillemets, l'habitude des fameux programmes dont tu parlais tout à l'heure, à s'intéresser à l'autre, à sa différence, et juste écouter quelqu'un qui peut-être n'est pas d'accord avec moi par qui es-tu? Parle-moi de toi, je veux savoir qui tu es. Juste cette simple question, et aujourd'hui,
Oni, quelque part un petit peu de, j'allais dire, du groupe 1, qui peut-être est la majorité. Je dis bien peut-être, parce que quand on voit le nombre de pourcentage de gens qui se sont fait vacciner, on serait en droit de se dire, bah, est-ce que c'est représentatif, plus ou moins, du groupe 1, 80% de la population française qui ferait partie un peu de ce groupe-là, plus ou moins. Bref, c'est des questions et j'affirme rien dans cette histoire. Donc, on a pu le voir à travers ce qu'a mentionné Paul, ce qu'a mentionné Alexandre, Malik, Annie, que la principale difficulté de toutes ces belles initiatives qui sont là, de tout ce qui est mis en œuvre, c'est l'humain. C'est revenu régulièrement, hein, là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, comment peut-on faire pour tendre vers ce qui pourrait paraître I have a dream, hein, ce rêve qui est lointain ailleurs, là-haut, sur les nuages, mais qui nous invite directement à nous reconnecter à notre humanité. Et tu nous le dis, ça passe par aller voir en soi ces fameux programmes. Mais ça se fait potentiellement avec des thérapies. Ça se fait avec des guides, des coachs, des accompagnants, etc. Or, même aujourd'hui, on va parler du côté sectaire, la Mivilude, etc. Et ça revient. C'est-à-dire que le bûcher n'est pas loin. Dès le moment où on aborde le côté, bah, faut aller voir en soi. Donc c'est extrêmement difficile, les amalgames. On parle du New Age, ouais, mais tout ça c'est New Age. On confond tradition millénaire, que ce soit chinois, hindouiste, bouddhiste, etc., avec le New Age. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Donc, est-ce que seul, entre guillemets, le respect suffit pour redécouvrir notre humanité, comme première marche? Ou réellement, il n'y a pas d'autre choix, c'est de demander de l'aide, dans le sens de se faire accompagner? Est-ce que, par exemple, d'aller au canton solidaire autonome, d'aller faire mon jardin en permaculture, éco-construction, est-ce que c'est un moyen d'apprendre à me connaître? Sans parler de guidance thérapeutique, entre guillemets. J'ai été long aussi. Tu m'arrêtes si je suis trop long et surtout que nos amis puissent aussi parler. Hein. Tu m'arrêtes. Hein. Parce que... Et non, alors peut-être pour essayer d'être très concret. D'abord, moi je crois, c'était mon observation et ça a été, je dirais une joie dans ma vie de me rendre compte que, en fait, on peut apprendre peut-être le plus, l'endroit où on peut le plus apprendre, c'est avec et grâce et à travers les autres, sur soi. Ce sont les autres qui reflètent au fond le mieux ce que nous projetons consciemment ou inconsciemment. Leurs réactions, par ce qu'ils apprécient, par ce qu'ils n'apprécient pas en nous, etc. Et si déjà on veut être à l'écoute de ça, on n'a pas besoin de suivre une thérapie, de voir un coach, un gourou, un je ne sais quoi, pour juste dire, ben, quand je suis avec les autres, je vois que des trucs qui passent très très bien, etc. Puis il y en a d'autres, ça passe pas du tout, quoi. Et puis, je me heurte toujours au même type de personnes, toujours au même type de comportement qui m'irrite, etc. Donc, à travers la vie, alors, le terreau le plus difficile et le plus exigeant, c'est la famille, parce qu'il y a des liens en plus émotionnels et de lignées où c'est encore plus fort. Et c'est probablement l'endroit qui nous fait le plus travailler, c'est la famille, le partenaire de vie, etc. Enfin bon, c'est ça le plus fort. Mais si on sort de ce groupe-là qui est le plus exigeant, déjà des groupes comme ceux que vous portez sont des groupes qui font énormément réfléchir et travailler sur soi. Et il suffit d'avoir des outils simples. Je voudrais répondre d'abord simplement à tes questions. Des outils simples pour se mettre en chemin et progresser. Les outils simples résultent de l'observation des pratiques des collectifs citoyens que j'ai pu voir et que j'avais résumé dans ce petit bouquin il y a 10 ans déjà. Il y a différents temps dans un collectif. Il y a un temps pour l'action, le temps des choses concrètes. Dans ce temps-là, j'observe que les meilleures organisations sont celles où on dit, je vais le simplifier, qui fait quoi, quand, comment. Voilà. Qui a la compétence pour faire, qui sait faire. Et le leadership, entre guillemets, l'initiative, doit aller à ceux qui savent faire. Les autres, ils apprennent, quoi, hein, tout simplement. Et donc, il faut mettre en place une organisation simple, concrète. Alors, ça dépend de quel groupe on parle. Hein. Bien sûr, il y a des groupes qui réfléchissent, il y a des groupes qui sont en thérapie, il y a des groupes qui produisent des choses très concrètes. Les groupes sont différents. Et il y a toujours un moment où on fait quelque chose, où on produit.
dans la production, il faut que ça soit simple, direct et efficace à ces moments-là. Et donc, du coup, quand on se met ensemble, là, on ne refait pas le monde. On dit, tu fais comment, tu fais quoi, montre-moi, forme-moi, montrer sur le terrain concrètement, et qui sait faire quoi, et qui se met à bosser sur quoi. Je le simplifie un peu, mais voilà, parce que j'ai souvent vu des discussions à n'en plus finir sur l'objet du machin, mais on ne sait toujours pas qui va faire quoi et quand, comment. Et d'ailleurs, souvent dans les groupes, on aura plus qui parlent que ceux qui agissent. Hein. Donc, déjà du concret. Ça, c'est un type de rencontre et c'est un type d'énergie. Quand on est dans cette énergie, je prends l'énergie des 4 éléments parce que ça me parle beaucoup et c'est simple à comprendre. On est dans l'énergie de la terre, de l'ancrage et du feu, hein, c'est-à-dire de l'agir et de l'action. Ensuite, il y a des moments qui sont les moments du lien. Les moments, tout à l'heure, je crois que c'est Malik qui disait il faut se connaître. Il faut apprendre à se connaître. Il y a 1000 façons de se connaître. Là encore, c'est sûr que, comme disait Paul, quand on a un animateur, quelqu'un qui nous aide, c'est génial. Et tout le monde, il n'y a pas tout le temps un facilitateur sous la main. Voilà, si on l'a, tant mieux, mais si on l'a pas, bon, comment on fait? On apprend à se connaître. Et il faut des moments qui sont bien sûr des moments de convivialité, mais pas que. Ce qu'on avait élaboré dans une association qui s'appelait Transformation personnelle, transformation sociale, il y a presque 20 ans déjà, c'était des chartes extrêmement simples. On se disait, qu'est-ce qu'on veut vivre entre nous? Alors, on veut qu'il y ait de la joie. Il n'y a plus de joie, terminé. Ça veut dire qu'on rentre dans un truc, alors je ne dis pas que c'est tout le temps joyeux, mais si la joie n'est pas au centre, on arrête. On veut qu'il y ait du respect. C'est quoi le respect concrètement? Alors, je te respecte quand je ne te coupe pas la parole toutes les 2 minutes. Quand, super concret. On veut qu'il y ait, je ne sais pas quoi, telle valeur. De la fraternité, je dis n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais choisi au hasard. Bon, ben ok, on a ces 3 trucs qu'on veut vivre entre nous. On veut qu'il y ait des moments cool, etc. Bon, voilà. Et ce qu'on fait, c'est que quand on se rend compte, on apprend à se connaître. Il y a des moments où on se dit, au fait, est-ce qu'on est en train de vivre l'histoire qu'on s'est dit qu'on voulait vivre? Donc on fait une espèce, nous on avait appelé ça le bilan relationnel. Parce que là, tu vois, t'arrêtes pas de gueuler, machin, dès qu'on ne fait pas ce qu'on avait dit, tu te fâches, machin, moi j'en ai marre de ça, etc. Donc il faut qu'il y ait un moment, il puisse y avoir de la régulation relationnelle. Et quand c'est conflictuel, quand c'est difficile, idéalement, c'est sûr que c'est mieux qu'il y ait un tiers, soit du groupe, mais idéalement en dehors du groupe, qui vienne faire un peu de médiation. Ça devient compliqué. Avant que ça devienne compliqué, il faut déjà qu'il y ait du dialogue, il faut permettre ces espaces. Ces espaces-là, c'est régulier aussi. C'est pas quand il y a un problème. Surtout que c'est pas quand il y a un problème. C'est régulier. Et au fait, comment ça se passe entre nous? Bah, tu vois, là, c'est un peu tendu. On fait que bosser, on se parle jamais, ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Il faut qu'il y ait ces moments, et ces moments, il faut les organiser. Et ce que j'ai vu, malheureusement, c'est que les groupes le comprennent très bien, mais pour des raisons m'échappent un peu liées à nos programmes, l'organisent pas comme ils organisent le faire. Le faire, on est super structuré pour ça. Hein. Produire, produire, produire. Et pour s'asseoir ensemble, bon, prendre l'apéro, c'est bien, mais ça peut se passer pendant l'apéro, mais c'est pas que pendant l'apéro. C'est aussi des moments où on se dit des trucs. Se dire des trucs, parfois, c'est pas toujours des trucs Agréable. agréables. C'est là, tu vois, alors il faut qu'on trouve des moyens respectueux de se dire les choses. Il faut qu'on se les dise. Parce que si on ne se les dit pas, le groupe, il est mort dans 6 mois. Et puis, on va s'engueuler. Donc, pour des protocoles, et les protocoles simples, par exemple, c'est celui qui parle, on l'interrompt pas. On rentre dans un dialogue. On rentre dans une écoute. Voilà, j'ai posé ma parole, j'en ai marre, je suis crevé, là, je trouve que ça va pas, machin. T'as dit, j'ai dit ma parole. Suivant, le bâton de parole qu'on connaît tous. Et on n'a pas forcément un échange juste après. C'est écouter. D'abord, on écoute la colère, on écoute la frustration, on écoute le mécontentement, on écoute le ras-le-bol. On le pose, on voit après. Des choses simples, hein, ça ne demande pas d'avoir fait 50 ans de psychologie. Hein. Ouais. C'est des règles. Voilà. Donc ça, c'est l'être ensemble. Et puis, il y a une 3e dimension qui est, il faut qu'on rêve ensemble. Ce qui a fait qu'on s'est retrouvés, c'est qu'on avait un projet d'une autre société, d'un rêve commun, d'un truc qui nous pousse, là, c'est l'être intérieur qui pousse à l'intérieur de nous, que j'en ai marre de ma vie, je veux autre chose, j'ai un idéal. Il faut qu'on rêve ensemble, et pas qu'une fois, pas que la première fois on se rend compte, il faut qu'on rêve ensemble régulièrement. Il faut qu'on se redise à nouveau pourquoi on est là. C'est ce qu'à une époque j'avais appelé la flamme du groupe. Bon, ça c'est mes mots à moi, mais peu importe. Le rêve, la joie, l'être plus grand en nous qui pousse là, et celui-là, il faut l'activer régulièrement, et pas qu'une fois.
Alors j'ai tendance à dire que c'est des temps différents. Le temps de la production, du concret, c'est très régulier. Le temps du lien, c'est un petit peu moins régulier. Et le temps du rêve, un petit peu moins aussi. Parce que si on rêve tout le temps, bon, voilà. Et il faut ces temps-là qui sont différentes parties de notre être qu'on va nourrir à ce moment-là. Et à chaque temps correspond, au fond, une pratique différente. On ne va pas animer une réunion de production de quelque chose de concret ou de transmission de savoir comme une rencontre, on va rêver ensemble, on l'anime pas pareil, on la vit pas pareil, voilà. Et les méthodes sont relativement simples, hein. Enfin, je crois qu'on peut faire des choses très très simples. Voilà. Donc, je veux pas être trop long non plus monopoliser la parole, mais dire là, un collectif qui n'est pas formé en psychologie, qui connaît pas tous les outils de la CNV, de l'holacratie, de la sociocratie, de tous ces trucs-là qui sont très bien, qui demandent du temps et puis peuvent être très enfermants, je le dis au passage aussi pour tous ceux qui connaissent tout ça, ça peut être extrêmement enfermant. Donc moi, je suis pas trop favorable de rentrer dans une méthode, je suis favorable de picorer les méthodes et de faire sa propre dynamique interne. Voilà. Et ben, on n'est pas obligé de savoir tout ça. Contre, il faut donner quelques principes simples et avoir respecté ces 3 temps-là à minima. Voilà ce que je veux dire pour avancer sur le facteur humain. Hein. Dans beaucoup de collectifs par le passé, que ce soit Colibri ou dans les dialogues en humanité avec Patrick Vivray ou d'autres, on avait appelé ça le PFH, donc précieux facteur humain, mais putain de facteur humain. Et c'est les deux. C'est les deux. Et c'est vrai que tenir ces deux-là ensemble, le précieux et le plus difficile, là, le putain de facteur humain, c'est pas facile. Mais c'est nous en tant qu'être humain, on est ça. On est ça. On est précieux et de temps en temps, on est putain, fait chier. Un grand On est merci, ça. Yvan. Alors, je vais donner la parole à, pour le coup, Paul, Annie, Malik, pour vos réactions par rapport à ce que vient de nous dire Yvan. Et je commence à donner l'invitation à tous ceux et celles qui nous écoutent. Vous souhaitez intervenir, vous venez sur le Discord des universités populaires. Là, il y a intervenir, juste en dessous le studio. Vous cliquez sur intervenir, ce qui vous permettra d'avoir une petite liste. Là, il y a déjà Radio Réveil TV qui est là, qui est présent et qui est en attente, et qui pourra intervenir d'ici quelques minutes, une fois que nos intervenants auront réagi à l'intervention d'Yvan. Donc n'hésitez pas à cliquer, intervenir, et à partir de là, on vous fera monter dans le studio. Je donne la parole à Paul. Paul, que penses-tu des propos d'Yvan? Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Ça dépend. Si on prend le cas de l'analyse en 4 épisodes de l'état de la société, j'en ajouterais presque un cinquième. J'ai envie de dire qu'effectivement, on fait bien évidemment le même constat, quoi. Mais il y a un terme qui m'a interpellé, c'est d'ailleurs Philippe Bobola qui m'en a parlé, qu'on appelle aujourd'hui cette attitude, il a appelé ça la cosmogéocratie. C'est-à-dire avoir la faculté justement de prendre dans cette mesure, en sixième sens presque, sa simple intuition personnelle justement. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est effectivement ce que tu définis, l'intériorité. Alors moi j'ai aussi un mot pour ça, d'ailleurs qui est l'antithèse même de celui que tout le monde connaît, c'est le mot extase. Les gens ont tendance dans la matière à vouloir s'extasier. Et ben moi je parle d'intase. C'est-à-dire d'avoir cette faculté de pouvoir justement une fois de plus rentrer à l'intérieur de soi-même pour justement faire ce bilan pragmatique avec suffisamment de recul pour justement rester dans cet esprit qui dit que malgré tout, je crois, je pense, et je vais vous dire pourquoi, il y a ce que j'appelle moi des facteurs tiers qui nous dépassent, qui sont, je dirais même dans ce que je dirais dans le cas d'une analyse, je dirais presque métaphysique, des choses qui se passent en dehors de tout ça. Voilà. Et ça fait partie aussi d'un facteur qui est aussi dans ces 4 résolutions. Justement, j'ai bien pris ordre, ouverture, justice et idéal. Cette part du rêve dont tu as si bien parlé, Yvan, c'est ça, justement. C'est laisser cette faculté de laisser couler en soi le rêve pour que le rêve perdure. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, on parle d'illusion, effectivement, dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre actualité. Vous savez que je suis très proche, justement, des premiers peuples. Et quand on entend, justement, tous ces outils, toute cette structuration possible, on est en train de se réinventer des choses, en fait, qui existaient déjà.
D'accord? Tu parlais tout à l'heure si bien du fameux bâton de parole, c'est-à-dire le respect par la communication, et on marque ce temps, justement. Donc tu vois bien, c'est aussi, c'est aussi une des méthodologies premières, des premiers peuples. Et ça me ramène à cette réflexion-là sur l'analyse justement des cinq possibles. C'est que cette dimension spirituelle, je pense qu'elle est à la fois inéluctable, elle s'inscrit dans quelque chose qui correspond effectivement, je pense, à cette fin de cycle, d'accord? Et il y a quand même des facteurs tiers qui peuvent aussi intervenir pour faire évoluer tout ça. Et c'est pas une histoire forcément de croyance, de religion, quoi que ce soit. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, et tout le monde le sait, que si on adopte une réflexion un petit peu ternaire des choses, eh ben effectivement, on est dans une transition. Alors, j'aime bien, et je l'avais rappelé à Laurent quand on s'était rencontré sur le sujet, justement avec un natif d'Amérique du Nord, la base, par exemple, spirituelle des natifs d'Amérique, les Sioux, les Lakota, je le dis tel qu'ils le prononcent dans leur langue, c'est He, Han, He. Et ça veut dire en fait, de manière littérale, avant que toute chose ait un sens, cela est. Et donc pour le coup, ça laisse cette place justement à tous les possibles. Parce qu'en fait, si on considère que tout ça, c'est que des systèmes de cause et des faits et de cause, et bien peut-être qu'on peut élargir quelque chose encore qui nous manque en tant qu'humain incarné, parce que je considère aujourd'hui, avec beaucoup dans la réflexion, avec les gens, alors comme tu le disais si bien Yvan, j'ai rencontré Philippe Guillemant, Nassim Haramein, on s'est eu au téléphone, j'ai discuté avec Jean-Pierre Petit, on parle de psychologie, on parle de toutes choses parce qu'on est des gens très ouverts, mais je crois qu'il y a bien une sorte de changement de paradigme en cours, une sorte de rupture d'échelle dans l'humanité qui intervient inconsciemment. Et là, on a tous à prendre le train. J'ai eu cette chance merveilleuse de rencontrer Albert Jacquard. C'est la première chose qu'il m'a dit quand il m'a croisé. On ne peut que se construire que par rapport à un tiers, toujours. D'accord? Et c'est cette notion d'alter ego qui aujourd'hui à reprendre en compte. Et en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi la mémoire du passé, on a le présent à gérer, mais il faut le préparer sur le futur qui vient. Donc, du coup, cette synthèse-là, elle est évolutive. Et je crois qu'elle est à prendre en compte dans sa large mesure, c'est-à-dire dans la façon, alors on en discute avec Philippe, de réappréhender tout ça de manière juste un peu plus spirituelle. Voilà ce que je dirais de tout ça. Annie, qu'est-ce que ça t'a inspiré, ce que nous a dit Yvan? Ben, écoute, depuis le tout début de l'émission, à chaque intervention d'Yvan, j'aime sa façon de parler, de s'exprimer, de penser. J'ai envie de l'inviter régulièrement sur les cantons, faire des petites séances, parce qu'effectivement, ça nous permet de nous remettre un peu en question, de pouvoir avancer justement, parce que des projets c'est bien, mais le facteur humain freine. Et voilà, j'ai envie de l'inviter à faire des petites séances auprès des cantons. Voilà, moi, je trouve ça, enfin voilà, c'est génial. J'aime sa philosophie, j'aime sa façon de s'exprimer, sa façon de penser. Bravo, bravo, bravo. Belle personne que je ne connaissais pas, mais voilà.